Salut à tous. Tout comme hier, on va continuer sur le photovoltaïque. Donc hier, je vous ai présenté l'installation d'un copain de longue date qui lui est passé en mode autonome avec des systèmes par batterie et il y a eu beaucoup de réactions, beaucoup de visionnages sur cette vidéo. On voit que la question de l'autonomie électrique, c'est un sujet qui commence à intéresser beaucoup de monde, mais pas que de l'autonomie électrique d'ailleurs, hein, l'autonomie globale. Et c'est très positif tout ça. Et donc suite aux diverses consultations on va dire des commentaires des diverses vidéos que j'ai mis en ligne, j'ai eu pas mal de questions et de remarques, dont une, on va dire, qui est un projet. Et je voulais partager avec vous, puis donc lui faire une réponse directement en vidéo, partager avec vous en fait quel était son mode de vie, son projet, puis la maison dans laquelle il vivait depuis peu, et en gros les coûts énergétiques qu'il avait, et puis ce qu'il essayait de mettre en place et les réflexions qu'il avait sur ce projet. Alors, on va appeler le projet de Goldorak. On va l'appeler Monsieur Goldorak, comme ça. Voilà. Alors, ce qu'on peut déjà voir dans son projet, c'est que c'est une maison qu'il a rachetée il n'y a pas très longtemps. Et donc une maison avec un toit, avec une pente plus que respectable, une vieille bâtisse restaurée, donc tout ça, ça a beaucoup de charme. Alors bon, ça a peut-être l'inconvénient d'une isolation à parfaire, c'est peut-être la question qu'il faut se poser, mais ce qui est intéressant dans ce projet, c'est qu'en fait, c'est une réflexion globale sur la consommation énergétique de la maison. Parce qu'on pose souvent la question autonomie électrique, baisse de consommation d'électricité, mais c'est vrai qu'il faut réfléchir en termes de coût total en énergie pour la maison, c'est-à-dire le bois éventuellement que vous devez acheter, le gaz que vous devez éventuellement payer et l'électricité que vous devez payer. J'inclus pas l'eau, hein, c'est pas une énergie en tant que telle. Hein. Donc en fait c'est dans cet email que vous voyez, ce qui est assez long, donc vous avez la copie là. Je vais essayer de les faire défiler. Il fournit les factures hors taxes. Et puis même également ses consommations en fonction des périodes et des heures. Sur un mode de chauffage, si on regarde bien, un tarif heure creuse, tarif bleu, donc voilà. Donc voilà, un projet global assez intéressant. Je me suis préparé un café pour faire cette vidéo. Je sais pas trop comment je vais l'attaquer, si ce n'est qu'en fait j'ai retenu des éléments que j'ai surlignés en jaune. Et qui me semble intéressant, puisqu'en même temps, ça va donner des repères à pas mal de monde dans ce cas de figure-là. Alors un truc dommage, je crois pas qu'il y ait la superficie de la maison, ça aurait été intéressant de le savoir. Ça peut aussi donner d'autres indications. Alors la conso, la première année quand elle est arrivée, en kilowattheure 19 605, ce qui est énorme, mais ce qui me semble pas non plus aberrant étant donné qu'il n'y avait pas d'autre mode de chauffage que que le chauffage électrique et très certainement des grille-pains, les fameux grille-pains, et ensuite l'eau chaude sanitaire par des ballons électriques. Donc tout ça consomme énormément de kilowattheures. Mais encore une fois, si la personne avait eu un mode de chauffage, on va dire chauffage central avec une chaudière gaz ou fuel, effectivement, il y aurait moins de kilowattheures électriques de consommer et plus de kilowattheures gaz ou équivalent en calories pour le fuel. Donc tout ça pour dire que c'est vraiment une réflexion globale à avoir au niveau des factures avant de dire oui, je vais baisser ma consommation en kilowattheure précisément. Alors un des autres facteurs intéressants, au-delà du fait que c'est une vieille bâtisse, que ça peut correspondre à un cas de figure de beaucoup de personnes et que c'était du chauffage électrique et la volonté de l'utilisateur, de l'habitant de voir pour avoir d'autres modes de chauffage, c'est que dans son secteur, il y a également des micro-coupures. Donc il y a un questionnement vis-à-vis des problématiques que peuvent engendrer en termes de fiabilité et de destruction de matériel et de panne que peuvent provoquer ces micro-coupures sur divers matériels. En général, les appareils détestent les micro-coupures. Ils les encaissent, mais parfois ils les encaissent plus en vieillissant. Donc là, tout de suite, quand on voit qu'il y a la notion de micro-coupure, il y a la notion d'autonomie, je dirais partielle, d'autonomie en mode secours pour pallier à ces micro-coupures. Alors, qu'est-ce qu'on appelle micro-coupure? En général, dans l'électricité,
industrielle, une micro-coupure, c'est ce que vous allez avoir lors d'un orage où il va y avoir une baisse de tension très rapide avec une remontée très rapide et qui va mettre des appareils et des installations hors tension. Une coupure plus longue que ça ne sera pas une micro-coupure. Donc, on va continuer un peu. Donc là, il y a une notion. Alors, le bruit que vous écoutez, c'est mon petit chien, ma petite chienne. Je vous la montre d'ailleurs. 2 secondes. Viens là, là. Viens, viens. Alors, je vous la montre. Alors, Nala. Voilà, présentation de Nala. Donc, j'avais un autre petit border collie de 8 mois qui est mort en 24 heures. On ne sait pas trop de quoi. Hein. J'ai pas fait faire d'autopsie. Et puis la maison avec un border collie, c'est bien. 2 border collie en campagne, c'est excellent. Et quand vous en avez plus qu'un, en fait, la maison, elle semble morte. Hein, malgré que vous en ayez déjà un, quand vous connaissez l'énergie du border collie. Donc voilà, dans les jours qui suivent, je voulais pas rester dans la tristesse. J'ai directement cherché avec mon épouse s'il n'y avait pas des portées avec des petits chiots. Puis on est tombé sur Nala qui est théoriquement le croisement d'un border collie et d'un berger australien. Donc normalement, voilà. Hein. Donc il y a les bergers australiens, vous les connaissez, il y en a qui sont gris, blancs, et puis il y en a d'autres qui ont cette bouille-là. Alors la mère n'avait pas du tout cette couleur-là. Donc le vétérinaire se pose la question de savoir s'il n'y a pas un bouvier qui est passé par là. Bon, quoi qu'il en soit, elle a un caractère adorable, toute jeune. Elle est bien constituée, et puis elle est bien sympa, et puis donc, bouvier ou pas, on va voir en grandissant. Elle a le poil un peu plus court sans doute que le berger australien qu'on va trouver dans ce standard-là, mais bon, c'est un croisement. Hein. Donc voilà, ça va être très sportif à la maison. Donc je continue sur cette vidéo et sur donc le commentaire. C'est des petits moments de vie, hein, donc c'est pas que de la vidéo où non, c'est des petits moments de vie, c'est de l'improvisation. Donc on voit qu'il y a dans ce projet, il y a une certaine nécessité d'autonomie et de compensation de micro-coupures. Donc ça, c'est intéressant à relever. Donc ensuite, Goldorak nous dit qu'il est passé sur beaucoup de forums, enfin sur certains forums. Voilà, alors je ne vais pas surligner. Et il nous parle d'un forum photovoltaïque. Donc ce forum, effectivement, je l'ai beaucoup consulté. Et puis j'y ai pris beaucoup d'informations. Et il se trouve que ce forum, en fait, les gens étaient très récalcitrants à tout ce qui n'était pas autoconsommation avec tout ce qui n'était pas autoconsommation avec réinjection et revente. C'est un forum qui est très ancien, qui est apparu à une époque où les gens se sont lancés dans le photovoltaïque avec réinjection et donc autoconsommation. Et donc, ce sont des gens qui ne se sont pas penchés sur les autres dispositifs qui arrivaient sur le marché, et ce qu'on appelle les onduleurs hybrides. Et donc moi j'ai eu des discussions avec ces gens-là, des discussions qui parlaient notamment de ces fameuses normes, de la déclaration EDF par rapport aux onduleurs hybrides, tout ça. Et je dois dire que j'ai eu un peu le même sentiment que Goldorak sur ces fameux onduleurs hybrides. Je dois dire qu'il me foutait les pétoches. Il me disait que c'était du matériel de merde. Il me disait que c'était pas rentable. Mais moi, je leur expliquais que le but, c'était pas de faire de la rentabilité. Enfin bon, bref, ainsi de suite. Et il disait qu'en fait, vu qu'il n'avait pas la norme VDE, avec tout ce que cela comporte, hein, qu'on n'avait pas le droit de l'installer. Et c'est là où il y avait parfois quelques petits débats et où moi j'ai coupé court avec la discussion, puisqu'en fait, cet onduleur n'a pas à avoir la norme VDE, étant donné qu'il ne fait pas de réinjection réseau. La norme VDE, c'est exclusivement pour le matériel qui fait de la réinjection. Donc, je comprends un peu le désarroi de Goldorak dans ce forum, qui n'en reste pas moins très qualitatif. Hein. Si vous êtes dans des projets avec réinjection autoconsommation, c'est certainement le meilleur endroit où vous pouvez aller pour prendre de l'information. Donc, on va continuer. Donc, Goldorak me pose la question. En fait, c'est peut-être même quasiment la seule question qui va me poser.
Il ne sait pas s'il doit prendre un onduleur 3 kg, 3 kVA ou 5 kVA. Et puis, en fait, sur quel config de départ il doit partir. Alors, moi, la première réflexion que j'ai eue en regardant sa facture d'électricité et sa maison, et puis, en fait, déjà, ce qu'il avait entrepris comme démarche qui consistait à virer du radiateur électrique et de foutre du poêle à granules, je me suis dit qu'il avait pris le taureau par les bonnes cornes. Puisqu'en fait, on ne peut pas prétendre à tendre vers l'autonomie électrique en ayant ces niveaux de consommation en kilowattheure. En gros, si vous êtes dans une région favorable, avec 3 kWh crête de panneaux solaires, vous allez produire 4000 kWh par an d'électricité. Et dans les meilleures conditions. Donc, que soit que vous allez tout auto-consommer, ce qui est irréalisable techniquement, en fait, vous allez en auto-consommer une partie et vous allez en revendre une autre partie. Et ce que EDF va vous verser en compensation du rachat, reviendra en fait à une espèce d'équilibre. Donc la question, Goldorak a vraiment pris le taureau par les bonnes cornes pour tendre vers l'autonomie électrique. Il a déjà cherché à ne plus dépendre autant de l'électricité, et ce à travers des poêles à granules. Alors c'est là où je vais boire mon café et puis on va faire un tout petit tour dans ma maison. Je vais vous montrer un truc. On va bouger. Donc là vous voyez, je suis passé sur batterie. Donc j'espère que je vais, voilà, donc on va prendre un peu de recul. Voilà. Donc, ce que vous voyez, on va essayer de montrer un peu voilà. Hop, ce que vous voyez, c'est un poêle à bois, mais c'est pas un poêle à bois à granules. Alors, je m'étais effectivement posé la question à l'époque où je me suis dit, je vais diversifier mes sources de chauffage. Et est-ce que je pars sur du poêle à granules ou du poêle à bois standard ? Et donc, je me suis posé la question, on va dire, du point de vue technique. À cette époque, j'avais pas de panneaux solaires. Et je me suis dit, et j'avais pas de système autonome avec batterie. Et donc je me suis dit, si j'ai une coupure électrique et que j'ai un poêle à bois, en fait, j'ai plus de chauffage. Et si j'ai une coupure électrique, vu que ma chaudière au gaz a besoin de 220 volts, si j'ai une coupure électrique, j'ai pas de chauffage non plus là. Donc moi j'ai fait le choix de passer sur un poêle à bois 100% bois, donc sans apport d'électricité, avec des bûches de 30 maximales, et un poêle de 7,5 kW. Pour cette première raison, c'est-à-dire en cas de coupure, j'ai quand même du chauffage dans la maison. Avec ce poêle qui fait 7,5 kW, je répète, je vais chauffer, on va dire, 60% de la maison sans problème. Peut-être, on va dire 70% de la maison. Après, le poêle avec sa puissance et sa capacité de stockage, parce qu'il a une spécificité, il pèse 450 kg. Et les pierres de parement que vous avez vues autour, c'est un béton spécial, il fait accumulateur. Donc en fait, si vous arrêtez de lui mettre du bois à minuit, le bois va continuer sa combustion, et ensuite, par inertie, la brique va restituer la chaleur, et ce qui fait que le matin, sans que le chauffage ait démarré, dans le séjour cuisine de 54 mètres carrés, vous aurez une température qui sera toujours plus qu'agréable. Donc ma maison, elle est en L, et la partie nuit, il y a une porte qui sépare le coin. Donc la chaleur a beaucoup de mal à passer de l'un à l'autre, et j'ai pas de dispositif de récupération de chaleur du jour pour passer de l'autre côté. Alors pourquoi je vous parle de ce poêle à bois ? Parce qu'il a effectivement, en plus il a un four qui permet de faire cuire l'équivalent d'un gros poulet. Donc je l'ai testé pour faire cuire des patates, poulet, pizza, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Et ça permet d'avoir un truc à la fois qui joint l'utile à l'agréable en cas de nécessité. Ne serait-ce par exemple que pour faire réchauffer des croissants ou des crêpes. Enfin bon, vous voyez le truc. Donc le poêle à granules, pour moi, c'est un truc fabuleux, rendement fabuleux, commodité fabuleux, parce que les problématiques d'autonomie, vous pouvez lui mettre du poêle, du granule. Ensuite, niveau propreté, c'est incomparable. Ça, c'est, je veux dire, vous rentrez, vous sortez le bois, vous en foutez partout. Faut pas être maniaque. Et puis la suie, évidemment, si vous, on va dire, si vous coupez un peu le tirage, la combustion du bois sera moins bonne, et donc vous allez avoir une quantité de cendre qui sera bien supérieure que si vous avez lui demandé la puissance maximum en ouvrant les tirages.
où là, les gaz, enfin tout va être brûlé, et donc vous n'aurez pas moins de cendres et moins de suie dans les tuyaux. Donc, la problématique des modes de chauffage, de la diversification des modes de chauffage et je dirais du secours en chauffage. Voilà ce à quoi m'a fait penser ce courrier également, de la part de Goldorak. Alors sur sa puissance, il pose la question 3 kW, enfin 3 kVA ou 5 kVA. Moi je dis imparablement 5 kVA. La raison est simple. Avec un 3 kVA, vous allez être emmerdé, non pas que c'est pas fiable, mais vous allez être emmerdé parce que supposons que vous mettiez un micro-ondes et que votre femme démarre le sèche-cheveux ou le fer à repasser. Vous avez deux appareils qui vont être à 1000 watts et l'autre qui vont être à 2000 watts, ben vous êtes à 3000 watts. Et votre onduleur, ce qu'il va faire, il va faire bip bip pendant 30 à 40 secondes et ensuite il va se mettre en sécurité. Ça, c'est le premier truc hyper important. C'est-à-dire que même si vous avez quasiment jamais besoin d'avoir beaucoup de puissance disponible parce que vous avez un bruit de fond énergétique relativement bas et des demandes moyennes relativement basses, par moment, vous allez avoir, et même en veillant à tous les cas de figure, en disant à votre femme, voilà, vous allez avoir cette problématique. Vous passez sur un 5 kVA, vous avez 4 kW, c'est comme si vous avez l'équivalent d'un compteur EDF à 4 kW. Vous allez tirer sur vos batteries, effectivement, pour le supplément si vous n'avez pas assez d'énergie par les panneaux solaires, mais vous aurez plus ces défauts de surintensité demandée et délivrée sur puissance demandée par l'onduleur. Donc moi, incontestablement, ce choix-là, c'est le meilleur, c'est le 5. Ensuite, la différence de prix, elle y est, mais c'est un niveau de confort incomparable. Ensuite, le deuxième facteur hyper important, c'est que si vous décidez d'améliorer votre installation, de rajouter des panneaux solaires et de continuer à optimiser l'utilisation de votre énergie photovoltaïque ou de vos batteries au détriment, je dirais pas au détriment, mais vis-à-vis d'une autre, c'est-à-dire EDF ou d'autres sources d'énergie, votre onduleur 3 kVA va vite être dépassé. Un onduleur 3 kVA, ça convient à mon avis pour un site isolé, vraiment isolé, qui fonctionne avec des appareils, je dirais, de basse consommation. Vous me direz, par exemple, un abri de montagne. C'est vraiment le cas type de ce type de puissance. Dès que vous êtes sur une maison, ne passez pas en dessous de ce 5 kVA. Sachant qu'il a notamment cet avantage, si vous choisissez le bon, c'est que vous pouvez par la suite en coupler plusieurs pour pouvoir monter à 10 kVA total, et tout ça en délivrant de la tension et sans avoir plus de batterie. Alors, ensuite, il veut partir sur 9 panneaux de 260 watts, 2 x 9 10, 2 x 6 x 9 50 watts, donc en gros on va arrondir 2500 watts crête, et puis en rajouter par la suite. Pour moi, c'est un bon choix. Alors je rappelle qu'on a moyen de trouver des panneaux en déstockage aux alentours de 100 €, et ce qui peut faire changer éventuellement le fusil d'épaule sur le nombre de panneaux achetés au départ. Le dernier des projets que je vous ai présenté, de Gourdoda, lui était parti sur 12 panneaux solaires de l'ordre de cette puissance-là, pas loin, et acheté à des prix que j'avais mentionnés aux alentours de 100 €, ce qui lui faisait, enfin il a mis des commentaires lui-même sur son installation, donc ça peut être une alternative intéressante. Alors, autrement, que dire de plus? Il nous donne le descriptif de son installation électrique et de ses nécessités. En fait, je me rends compte que son mode de vie est similaire au mien. En gros, on a les mêmes choses, pompe piscine, pompe jardin, chauffage. Alors voilà, là où on va diverger, c'est que moi je suis chauffage central au gaz et lui, tout ce qui est chauffage, c'est électrique. Ouais, on a je dirais des modes de vie très similaires, et ça serait intéressant d'ailleurs que moi je vérifie et que je fasse le cumul de mes factures d'électricité avant l'installation du photovoltaïque, plus celle de gaz, et que je regarde l'addition totale en euros. Ça permettrait de comparer, voir un peu la différence avec lui qui était tout en électrique et avec
certainement donc tarif heure creuse et heure pleine, tarif et consommation jour et nuit. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Alors, qu'est-ce que j'aurais envie de dire d'autre? Je crois que la question que tu dois te poser, je vais pas te donner la raison, je crois que la question que tu dois te poser dans un premier temps, c'est éventuellement le risque pour ton matériel électrique en cas de micro-coupure. Ça, c'est un point important, et aussi la nécessité que tu peux avoir, que tu as éventuellement en cas de coupure plus longue que des micro-coupures, d'avoir un mode secours. Et donc, en fait, tu vas rentrer exactement dans mon cas de figure au départ. C'est-à-dire tu vas rentrer sur un cas de figure où tu vas passer sur un onduleur hybride. Mais bon, tu pourrais très bien avoir un système qui soit pas un onduleur hybride, c'est-à-dire des panneaux solaires qui alimentent un dispositif qui va recharger des batteries, et ensuite en sortie de batterie un convertisseur courant continu de 120 volts. Tu aurais exactement le même résultat qu'un onduleur hybride. Hein. Ça fonctionnerait de la même façon. Certains préfèrent cette solution. Moi, je préfère celle de l'onduleur hybride. Pourquoi? Tout simplement parce que voilà, c'est compact, c'est posé, tous les fils arrivent au même endroit, et puis c'est relativement simple de mise en œuvre. Après, bon, et le prix est intéressant. Donc voilà, ta problématique, ça va être les micro-coupures, effectivement. Donc là, ça sera un système qui va te permettre de prendre le relais en cas de micro-coupure. Alors, petite note intéressante, quand j'ai des coupures d'électricité que je provoque moi-même, le temps de réaction de l'onduleur, bien qu'il soit très rapide, il y a certains appareils de ma maison qui, eux, vont être sensibles à ces micro-coupures changées, qui être provoquées par le changement de source. Et il y en a qui vont pas l'être. Par exemple, mes radios réveil, la moindre micro-coupure, on les voit clignoter, ils repartent à zéro. J'ai une télévision qui faisait ça. Et donc, voilà. Alors, ce que j'ai fait, pour assurer le coup, j'ai un onduleur que j'ai dû acheter 120 €, qui lui est un onduleur type bureautique, et que j'ai mis sur ma box et sur ma télévision. Ce qui fait que si mon système onduleur, le temps de réaction n'est pas suffisamment rapide par rapport à ces appareils-là, j'ai aucune micro-coupure dans la maison. Tout ça pour vous dire que le temps de réaction de l'onduleur pour passer d'un système à un autre s'il y a une micro-coupure, bien qu'il soit très rapide, parfois certains appareils sont pas non plus sont très sensibles, et le temps de réaction du dispositif n'est pas toujours tip-top. Donc, alors je t'invite, Goldorak, moi, à chercher, à regarder. Pour l'exposition de tes panneaux solaires, j'ai fait une vidéo sur un utilisateur en Belgique qui, lui, s'est retrouvé dans le même cas de figure que toi, c'est-à-dire avec un toit avec une forte pente, et la nécessité de répartir, vu l'exposition de sa maison, des panneaux d'un côté et des panneaux de l'autre. Et lui, c'est un système, il est très très proche de ton cas de figure, c'est une vieille bâtisse, et donc lui a décidé il a mis aussi des batteries acides avec un bon pack de stockage. Je crois me rappeler qu'il doit être à 20 kWh de stockage en batterie acide. Et monté en Belgique pour une facture totale, une fois posée par What You Need, de 10 000 €. On était pas loin de ce tarif-là, je crois. Voilà, bah écoute, Goldorak, j'ai analysé le truc, je t'ai donné ma vision. Je vais quand même te soumettre l'idée, parce que ça me semble intéressant. Réfléchis également, si pour toi, en aparté du fait que il y a la question des micro-coupures et qu'on voit bien que tu as quand même une recherche d'autonomie, je t'invite déjà à poursuivre ton indépendance énergétique en supprimant tout ce qui est gourmand en électricité, donc les radiateurs, les chauffe-eau, ainsi de suite, ça c'est clair. Mais je t'invite aussi à te poser la question de savoir si l'autoconsommation avec réinjection, ça serait pas une bonne solution aussi. C'est pas
C'est pas un truc à écarter non plus, étant donné que tu es quand même tout de suite sur des consos hyper lourdes et que si tu voulais vraiment baisser ta facture, tu aurais effectivement cette nécessité de passer sur d'autres modes de chauffage sanitaire et chauffage, mais également la question de savoir si, parce que pour baisser ta facture de façon significative grâce au photovoltaïque, il est évident qu'une installation solaire qui fait de l'autoconsommation avec revente et injection serait, je dirais entre guillemets, plus rentable qu'un système avec stockage qui lui effectivement te garantirait une petite autonomie par rapport aux coupures, mais qui serait pas en mesure de te fournir 100% de ce qu'il pourrait te fournir. En gros, je t'explique le truc. J'ai 3000 watts crête de panneaux solaires. J'ai regardé, j'ai mesuré, j'ai compté. Sur les 3000 watts crête, normalement, ça devrait me fournir à l'année 4000 kilowatts crête de photovoltaïque. Hein. On va pas chipoter pour 200 kWh à l'année. Et sur ces 2000, sur ces 4000, en fait, dans la réalité, je n'en consomme et je n'en utilise que 2004 à 2007 pour l'instant. Et tout simplement pourquoi? Parce que j'ai pas suffisamment de batterie pour pouvoir utiliser le stockage, le surplus la nuit, et qu'en fait comme mon bruit de fond moi chez moi, je consomme comme un gros salaud comme on dit, et entre 300 et 600 watts, lorsque mes panneaux peuvent produire beaucoup plus, 2000, 2200, 3000 watts en plein milieu de la journée, et ben c'est ce différentiel d'énergie, si mes batteries sont pleines, entre guillemets, n'est pas utilisé. Et donc, ce qui fait que je perds un bon paquet de kilowattheures, entre guillemets, je perdre entre guillemets. Et savoir se poser la question si la réinjection n'est pas une bonne solution avec les autres contraintes que ça impose. Alors sur ton projet aussi, je tiens à repréciser, vu que les panneaux solaires sont sur le toit, il faut faire une demande en mairie, demande d'autorisation de travaux. Ensuite, voir avec les assurances, voir si tu vas installer toi-même ou pas, voir pour la réinjection consuelle ou pas consuelle, voir si tu fais pas de réinjection également avec ton assurance pour être sûr qu'une fois l'installation faite par qui de droit, si eux vont pas t'imposer le passage du consuel pour valider ton installation et pour pouvoir assurer à la fois ton installation et ta maison. Ça, c'est des questions à se poser dans un projet pour limiter les risques, où qu'ils soient. Bon, j'ai pas grand chose d'autre à dire. J'attends tes commentaires, éventuellement en mail perso, tu peux me recontacter ou en commentaire tu réagis. Et puis, si tu veux gratter plus, si tu as des questions précises sur cette discussion, parce que c'est plus une discussion qu'un avis ferme et définitif, discussion qu'on partage à tous les utilisateurs. Puis même, vous pouvez réagir vous tous, donner votre avis, y compris les gens du forum photovoltaïque en question, qui eux sont des gens qui sont très calés sur tout ce qui est autoconsommation avec réinjection. Sur ce, bonne soirée, puis je vais voir un peu mes messages à droite à gauche. Allez, merci. Enfin, bonne soirée, bonne journée, parce qu'on est le matin.